Buongiorno, celebriamo la giornata internazionale della donna e quest'anno abbiamo deciso di dedicarla alle donne del Maghreb e del Mashrek che stanno finalmente respirando un vento di libertà e si preparano a cambiamenti radicali nei loro paesi. Come vivono le donne nell'altra sponda del Mediterraneo? Che diritti hanno o non hanno conquistato? L'accesso all'educazione, al lavoro, a un diritto di famiglia uguale agli uomini? Faremo un giro d'orizzonti con le nostre ospiti, ma prima Margherita Sforza è andata a Tunisi a incontrare Hayiba Bouhamed Chabouni, un medico tunisino che è riuscito a seguire le proprie aspirazioni nonostante il regime di Ben Ali. Andiamo a vedere. Au départ, quand j'avais parlé de faire carrément même la spécialité en génétique médicale et d'y commencer la recherche, j'ai pas été bien comprise et il y avait énormément de difficultés. C'est surtout parce que c'était quelque chose de nouveau. Et si on rajoute que j'étais encore jeune à l'époque, donc une idée nouvelle, amenée par une jeune personne, qui de plus est une femme. C'est vrai qu'à l'époque, c'est-à-dire le milieu médical, le milieu de recherche était essentiellement un milieu masculin. Habiba Bouhamed Chabouni est une pionnière dans son pays. En 1981, elle a créé le premier service tunisien de conseil génétique. Une urgence sanitaire pour cette généticienne de renom. En Tunisie, la tradition des mariages entre cousins germains augmente les risques de maladies héréditaires. Dans les années 90, la professeure Chabouni a ouvert un service médical de diagnostic prénatal. Depuis, plus de 40 000 personnes sont passées par l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. Très très souvent, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un patient, surtout un enfant qui a une pathologie probablement génétique, probablement héréditaire, c'était pas un enfant dont on s'occupait comme il se devait. Du moins, c'était mon avis. Donc ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, donc il faut bien que quelqu'un s'intéresse à ces patients. Pour la qualité de ses recherches, la professeure Chabouni remporte en 2006 le prix UNESCO L'Oréal dédié aux plus brillantes femmes de science. Au départ, je pense qu'ici, on ne croyait pas beaucoup en moi. Vous savez, le jour où j'ai eu le prix UNESCO L'Oréal et que la maison L'Oréal ici a fait une réception en mon honneur, eh bien, aucun ministre n'était présent à cette réception. Mais la notoriété internationale de la généticienne pousse le régime de Ben Ali à courtiser la célèbre professeure. On lui propose un rôle politique qu'elle a toujours refusé. Quant au féminisme d'État promu sous le régime de l'ex-président Ben Ali, la professeure Chabouni reste critique, tout en soulignant certaines avancées que les femmes ont obtenues depuis l'indépendance de la Tunisie. Le droit de vote, le divorce, l'interdiction de la polygamie sont aujourd'hui reconnus juridiquement dans le droit tunisien. Je pense que la femme tunisienne a bénéficié vraiment d'un statut, d'un code du statut personnel qui l'a beaucoup mis en valeur et qui lui a permis d'accéder à l'école exactement comme la fille comme le garçon en Tunisie. Après la révolution de Jasmin et la chute du régime autoritaire de Ben Ali, la scientifique formule un espoir qui lui tient à cœur. Que l'Europe considère désormais la Tunisie comme un partenaire à part entière et non comme un allié de seconde catégorie. Ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement la communauté internationale et en particulier la communauté européenne soit là pour soutenir effectivement le désir du peuple d'instaurer une réelle démocratie, mais également qu'il soit là pour nous aider à relever notre économie et à poursuivre et à maintenir notre niveau culturel, notre niveau éducatif. Bien, vous avez vu, même le docteur Chabouni, cette femme courageuse qui a pu suivre un parcours scientifique de haut niveau en Tunisie, demande l'aide et le soutien de l'Europe dans ce difficile changement démocratique. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des femmes et des femmes de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, pour en parler, j'ai ici avec moi Carmen Romero Lopez du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour. Bonjour. Baïja Ouezini, présidente de l'Association française citoyenne des dérives. Bonjour. Et Marie-Christine Verja du groupe de la gauche unitaire. Bonjour. Bonjour. Madame Ouezini, est-ce que vous pensez, en connaissant comment était la Tunisie jusqu'au 14 janvier, est-ce que vous pensez qu'il pouvait y avoir des exceptions de femmes réellement indépendantes, émancipées, ou bien c'était des gens quand même contrôlés ou pilotés par les régimes?
Il y a effectivement un espace de liberté pour les femmes en Tunisie, et qui est en fait un acquis, mais depuis Bourguiba. C'est-à-dire les femmes en Tunisie, d'abord elles sont effectivement, elles ont accédé à l'enseignement, à la culture, à l'emploi. Et donc il y a effectivement quelque chose, les femmes occupent un peu l'espace public. D'accord. Et des postes. Mais en même temps, c'est aussi le faire-valoir du régime, c'est-à-dire la vitrine que le régime essaye tout le temps de mettre en avant pour cacher, en fait, l'aspect dictature. Madame Romero Lopez, vous faites partie, avec Madame Verja, on y arrive tout de suite, dans cette assemblée parlementaire Union européenne Méditerranée, et vous avez fait beaucoup de voyages dans ces pays. Quelle est l'impression que vous avez sur le niveau d'émancipation des femmes au Maghreb, au Mashrek? El caso de Túnez ha sido siempre diferente, porque es verdad que desde la época de Bourguiba la mujer tunecina avanzó más que sus vecinas, que las mujeres de Argelia o de Marruecos o de Libia, pero sí es cierto que últimamente ha habido un intento, tanto en Marruecos, de movimiento de las mujeres, en Jordania también, menos está la situación más estancada en Argelia o en Libia. Madame Verja, on sait, et Madame Romero Lopez l'a cité, par exemple au Maroc, c'est une petite île heureuse où il y a beaucoup de réformes qui sont faites dernièrement. Donc beaucoup de lois sont en effet en vigueur, quand on parle par exemple de droits des familles. Mais est-ce que les sentiments que vous avez, avec les échanges que vous avez, ces lois sont appliquées vraiment après? C'est vrai que le Maroc fait partie des pays qui ont légèrement modifié leur législation en faveur des droits des femmes ces dernières années. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je crois qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, il en est des pays du Maghreb et de l'ensemble du pourtour de la Méditerranée sur ces questions-là, malheureusement comme en Europe, c'est que même quand les lois existent, elles ont beaucoup de mal à être appliquées. Et on utilise toujours un certain nombre de prétextes qui empêchent de faire de ces questions-là de réelles priorités politiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel, comme pour l'ensemble de la question démocratie et droits de l'homme d'ailleurs, l'Union européenne pourrait véritablement jouer tout son jeu dans le cadre des partenariats que nous avons à faire ensemble. Lo que ella dice es verdad, pero es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, porque es cierto que las mujeres tienen que ser ellas protagonistas de su propio cambio, pero necesitan un espacio de libertad. Si no hay libertad, no hay prioridades políticas, pero las prioridades políticas no las ponen los hombres, las ponen las mujeres, y son las primeras mujeres que están en los puestos de decisión, y los puestos de decisión son los puestos políticos. C'est comme en Europe, ça c'est comme en Europe. Igual, c'est la même en todas chose. partes, igual. Je crois que ce qui est important, si vous permettez, c'est qu'effectivement, ce soit les peuples qui décident et que les femmes décident de leur sort. Malheureusement, dans beaucoup de ces pays-là, les femmes ne décident véritablement pas. Elles sont encore trop soumises à un modèle patriarcal qui sévit encore, y compris en Europe. Madame Loisini, c'est intéressant, on y arrive maintenant. J'avais trouvé cette phrase intéressante de ces livres de cette tunisienne, philosophe tunisienne Sophie Bessis, que vous connaissez sûrement, qui vit à Paris, qui écrit ces livres, Les Arabes, les femmes et la liberté. Elle pense que déjà dans la religion musulmane, on ne peut pas être libre parce qu'il y a cette idée de la soumission que la femme porte à elle envers l'homme. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est possible d'être musulmane et libre? On sait ce que c'est qu'être musulman, mais on ne sait pas ce que c'est l'islam de manière... En tout cas, il y a des définitions controversées et c'est difficile d'entrer dans ce genre de débat. Il est préférable de parler de choses qu'on peut... Est-ce qu'on peut croire en Dieu, dans ce Dieu-là, tout en étant une femme libre et émancipée? Bien entendu. Bien entendu, comme toutes les croyances. Comme toutes les croyances, il n'y a pas de croyance. Donc c'est juste un problème politique. Je pense que... Non, mais la question, elle est intéressante parce que, comme elle revient très souvent, je pense qu'il y a une manière de voir les choses et une manière de nous
définir, mais de manière définitive et statique, comme étant des musulmans simplement. Et c'est ça ce qui pose problème. Je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de la nécessité d'aider les femmes, où il faut que de toute manière elles essayent d'exprimer elles-mêmes leurs revendications. Mais en même temps, je pense qu'au niveau de l'Europe, il y a déjà un malentendu, il y a déjà une frontière, une fracture. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a des enfants qui sont noyés, des jeunes, parce qu'ils veulent partir et parce qu'ils ne peuvent pas rentrer en Europe de manière légale. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, les Maghrébins, les pays du sud de la Méditerranée, ils ont pris acte du fait que l'Europe a fermé ses frontières. Donc c'est difficile après de parler d'échanges. Madame, il y a plein de points qu'on a traités. Peut-être, si vous voulez aussi répondre à la question de culture, vous pensez vraiment qu'on peut être musulmane et en même temps absolument émancipée aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait que les Européens se rappellent du poids qu'a fait peser sur les femmes la religion catholique notamment. Je rappelle qu'on s'est même demandé si les femmes avaient une âme. Ça, ce n'étaient pas des musulmans, c'était des catholiques. Pendant très longtemps, en France, en plus, on est parmi les derniers à avoir changé notre législation. Ce n'était pas il y a si longtemps. Les dernières législations datent des années 70. Et nous n'étions pas dans une dictature comme en Espagne. Nous étions dans une république. Donc, c'est eux de reprendre l'émancipation. Les femmes ont été contraintes, soumises à l'autorisation de leur mari pour travailler, pour ouvrir un compte en banque. Elles n'avaient pas l'autorité parentale. Oui. Ça, c'était jusque dans les années 70. C'est encore tout récent, donc il ne faut pas... Les chefs de famille, maintenant, exactement. Donc il ne faut pas diaboliser l'islam et le monde musulman en général. Qu'est-ce qu'à votre avis l'Europe peut faire concrètement pour aider aujourd'hui une femme dans ces pays à se développer, à arriver à des postes de pouvoir? Quel type de coopération avec les femmes vous pourriez imaginer de mettre en place? Yo creo que lo primero más importante es que hacer una red de mujeres. De hecho, ya hay muchas redes, pero es poner en contacto las redes de mujeres porque es muy importante la sociedad civil. Y después hay otro paso más que dar, sobre todo en los países que conquistan su libertad, por ejemplo en Egipto y en Túnez, y quienes la disfrutan, como Marruecos o Jordania, es comprometer a las mujeres que están en la sociedad civil para que den un paso más hacia la política y sean parlamentarias, se presenten a las elecciones. Eso es muy importante. Ellas son las protagonistas. Ce qui manque aux femmes, d'abord, c'est ce qui manque aux hommes et aux femmes d'une manière générale, c'est-à-dire les moyens de vivre. Il y a un taux de chômage quand même assez élevé. Donc un problème de développement. Donc c'est un problème économique important. Mais c'est aussi un changement de mentalité. C'est-à-dire que même si en Tunisie il y a des lois aujourd'hui en faveur des femmes, il y a quand même... c'est difficile pour les femmes de vivre, de sortir dans la rue. Ça, il n'y a pas une grande différence entre les pays du Maghreb. C'est-à-dire une femme qui est dans la rue à partir d'une certaine heure, elle est agressée quand même. Donc, Madame Verjak, maintenant, dans les mois à venir, vous aurez tout un travail de reconstruction à construire, à mettre en place dans votre assemblée parlementaire pour la Méditerranée. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire de manière concrète pour aider les femmes, les microcrédits, l'accès au crédit? Je ne sais pas si tout est à reconstruire. Je pense qu'au contraire, un certain nombre de gens auront peut-être plus de facilité à se faire entendre. Parce que je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est lutter contre les stéréotypes. Donc c'est vrai sur les stéréotypes sexistes, et on a beaucoup de travail à faire encore en culture, mentalité, en Europe, mais aussi vis-à-vis des stéréotypes que l'on a vis-à-vis des pays des Maghreb. Je crois qu'il y a un gros travail à faire, et je pense que l'Europe qui se gargarise de diversité culturelle en permanence pourrait là aussi faire avancer les choses, qu'on cesse d'ostraciser l'ensemble des musulmans par exemple, et des femmes musulmanes en particulier, parce qu'on les ostracise d'une certaine façon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je suis assez d'accord avec Madame Lopez pour dire oui, des réseaux, du dialogue culturel, des réseaux de femmes, de la discussion, et je pense que ça sera beaucoup plus facile, notamment avec la Tunisie, maintenant que
les hommes et les femmes vont pouvoir circuler librement et j'espère qu'on ne mettra pas trop de limites à cette circulation. Je vous remercie beaucoup. Donc, les femmes doivent d'abord s'occuper de leur émancipation, mais le dialogue avec l'Europe, a priori, sans stéréotypes. Merci beaucoup. Ed è tutto per questa settimana. Arrivederci.